Radio J. L'étoile et le jasmin. Maya Naoum, bonjour. Bonjour Lise. Alors, nous recevons aujourd'hui Alexandre Bande pour un livre qu'il a dirigé avec Pierre-Jérôme Biscarat et Rudi Reichstadt. C'est un livre qui fait déjà beaucoup parler de lui, Histoire politique de l'antisémitisme en France de 1967 à nos jours, et paru chez Robert Laffont. Maya, la parole est à vous. Oui, Lise, je suis vraiment très très heureuse de vous rencontrer, Alexandre Bande, bonjour. Bonjour. Je crois que c'est la première fois qu'un tel travail est publié avec cet éclairage-là, je crois même pas me tromper, autour de l'antisémitisme en France. Parce que ici, c'est partie après partie que vous analysez, que les auteurs analysent le sous-texte de 60 ans d'histoire politique française et qui fait émerger cette question: de quoi le rapport des partis à l'antisémitisme est-il le nom? Alors, les contributeurs sont historiens, philosophes, journalistes, écrivains, il y en a qu'on connaît très bien ici, réunis donc sous votre direction, Alexandre Bande, celle de Pierre-Jérôme Biscarat et Rudi Reichstadt. Alors, vous êtes docteur en histoire et enseignant dans un grand lycée parisien. Vous travaillez sur l'histoire et la mémoire des génocides et vous êtes membre de la commission enseignement de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Alors ma première question, Alexandre, c'est de vous demander, le sous-titre, c'est Histoire politique de l'antisémitisme en France de 1967 à nos jours. Question évidente, pourquoi 1967 ? Écoutez, bonjour à toutes les deux, merci pour votre invitation. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui et de faire votre connaissance. Nous nous étions croisés Absolument. il y a quelques temps Oui. pour la sortie de la nouvelle histoire de la Shoah, car comme vous le disiez, moi, je me suis positionné dès le début de ce projet qui a été proposé par Gabriel Zafrani chez Robert Laffont et mon ami et collègue Pierre-Jérôme Biscarat en tant qu'historien et travaillant sur la mémoire et l'histoire de la Shoah. Et de fait, depuis des années, j'ai été également amené à me poser la question ou les questions relatives à l'antisémitisme, sa durée, son inscription dans le temps long. Et quand on s'est réunis avec Rudi Reichstadt, qui était également sur le projet antérieur, pour réfléchir à la période qui pourrait être couverte par notre propos, on a délibérément mis de côté tout ce qui concernait l'avant 1939, parce que ça avait été déjà longuement traité, les années Vichy également, et on s'est rendu compte, pour avoir pas mal travaillé les uns les autres sur le sujet, que l'année 67 était un tournant, était vraiment un moment charnière dans la posture qu'entretenaient nos concitoyens à l'égard d'Israël et plus largement de la communauté juive, et plus précisément dans la posture de bon nombre de grands courants politiques à l'égard d'Israël et donc par extension de la communauté juive. Donc la guerre des 6 jours nous a semblé plus que les conflits israélo-arabes précédents, je pense à 48, 49, 56, ou plus encore que la guerre du Kippour, un moment essentiel. Voilà, pour une raison, pour de multiples raisons qu'on essaye de démontrer et qui se retrouvent d'ailleurs dans plusieurs articles, c'est qu'au moment de cette guerre des 6 jours, à la fois le chef de l'État en personne, Charles de Gaulle, à la fin du mois de novembre 67, tient cette fameuse conférence de presse et ces fameux propos sur le peuple sûr de lui et dominateur que serait le peuple juif. De l'autre côté, un déchaînement de violence et de propos très, très virulent à l'égard d'Israël, qui confine souvent à l'antisémitisme d'une partie de l'extrême droite française, avec les propos de Duprat et de toute une série de gens qui l'entourent, et puis aussi le déchaînement de discours anti-sionistes, mais qui confine souvent à l'antisémitisme, qui vient du bloc de l'Est et qui touche et qui impacte très clairement le Parti communiste français et une partie des gauches. Donc ma première réponse est un peu longue, mais elle permettait quand même, je crois, de cibler le contexte. Et ensuite, nous nous sommes vraiment positionnés, c'est ce qu'on avait demandé à nos auteurs et autrices, d'essayer de jouer le jeu de l'historien et d'essayer de voir comment évoluaient les rapports des grands courants politiques à la question de l'antisémitisme sur le temps long, sachant, et ça sera mon dernier mot dans cette première échange, c'est que le but n'était pas de cibler tous les partis en démontrant qu'ils étaient tous également antisémites. D'ailleurs, dans notre pays, ouvertement, aucun parti politique ne revendique cette posture, fort heureusement, mais d'essayer de voir comment ils se positionnaient par rapport à cette question antisémite sur le temps long. Alors, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que, évidemment, chaque article va se répondre. Ce que vous venez de dire, Alexandre, va se retrouver dans tous les articles. Ça veut dire que ce soit le Parti communiste avec l'excellent texte de Guy Konopnicki. On va à chaque fois revoir tout ça de façon plus profonde et plus...
Mais on va revenir donc sur De Gaulle, parce que c'est là où quand même vous commencez. Alors effectivement, De Gaulle, pour ceux qui étaient sur une autre planète ou ceux qui n'étaient pas nés, De Gaulle dit ce peuple d'élite sûr de lui est dominateur dans une conférence de presse. Ce qui va faire dire, alors il y a cet extraordinaire dessin de Tim qu'on trouve, je crois l'original est Hommage, je crois. Tout à fait. Je crois qu'il est Hommage. Donc vraiment allez-y parce qu'on on a tous découpé dans le monde ce truc, mais bon. Où Tim décrit un déporté dessine un déporté en pyjama, peuple sûr de lui et dominateur, évidemment. Mais il y a un truc très important à ce moment-là de Raymond Aron qui est visionnaire, et comme d'habitude, qu'il parle là du temps du soupçon. Après ce discours, Raymond Aron dit « il est venu le temps du soupçon ». Voilà. Ouais. Et donc, c'est en ça que vous ouvrez magnifiquement ce livre, parce que, et c'est pour ça que je vous félicite pour le choix de 67, parce qu'effectivement, là, tout commence. Enfin, tout commence. La nouvelle ère du soupçon commence. Hein, vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait. Alors, j'ai oublié de préciser dans notre premier entretien que cette ère du soupçon et ce déchaînement anti-israélien, anti-sioniste et souvent ouvertement antisémite, ça bat également sur le monde arabe. C'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe en Irak, si on regarde ce qui se passe en Égypte, les dernières populations juives qui vivaient encore dans ces pays après 67 sont inexorablement les unes et les autres poussées à l'exil. Donc, on a vraiment une sorte de tir groupé qui vient de rayons différents, de sources différentes et qui se focalise sur Israël et qui, par extension, génère des postures plus ou moins ouvertement antisémites. Et donc, c'est vrai que cette fameuse ère du soupçon couvre ce propos de quelqu'un qui avait quand même l'image, et qui la gardera longtemps, heureusement pour d'autres raisons, de celui qui a lancé un appel à la résistance, qui avait fédéré derrière lui des gens d'horizons et de positions très différentes. C'est quand même quelque chose qui génère, et on le voit, Jean Garrigue le montre très bien dans son article, un trouble profond au sein de la communauté juive de France au même moment, dans les mois qui suivent, avec une manifestation d'ailleurs quelques jours plus tard, des critiques très vives, et qui, si ça vient du président de la République, qui jusqu'à présent se positionnait comme étant plutôt favorable au soutien à l'État d'Israël, c'était la position de la France depuis 1948, la France était un des principaux soutiens ouverts de l'État d'Israël, permet d'ouvrir un débat, de libérer une certaine forme de parole qui, et comme le rappellent très clairement certains de nos auteurs, et particulièrement Valérie Gounet, c'est que depuis 1945, l'antisémitisme politique avait quasi disparu. C'est-à-dire qu'il y a eu bien la tentative Poujade en 1956, avec des propos sur Mendes France ou d'autres qui étaient ouvertement antisémites, mais politiquement parlant, dans le paysage français des années 50, 60, c'était quelque chose qui avait une emprise très modeste. Mais là, on se rend compte que les choses bougent. Et là, vous faites, on ouvre sur votre article, Alexandre Bande, sur antisionisme et antisémitisme. Alors, on ne va pas tourner autour du pot, allons-y, plongeons. L'antisionisme, c'est une façon donc d'esquiver l'accusation d'antisémitisme. Maintenant, je pense que, alors là, vraiment maintenant... On le sait. Non, mais là, c'est pas possible. C'est posé. Voilà, oui. C'est posé. On reviendra évidemment là-dessus. Elie Barnavi a cette phrase que vous citez, que je trouve absolument remarquable, l'antisionisme est particulariste et monomaniaque. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est sur un discours qui, sous couvert de critiquer l'État d'Israël, et on s'en rend bien compte depuis quelques semaines malheureusement, n'hésite pas ou flirte souvent, ou se défend de flirter souvent. D'ailleurs, c'est là où tout est la subtilité du propos de ceux qui tiennent ces propos antisionistes, alimente, cautionne et dérive parfois ouvertement sur des propos qui sont qui sont antisémites. Et donc, toute la difficulté de cet article, pour moi, qui ai eu l'occasion dans ma longue carrière d'écrire quelques ouvrages ou quelques articles, c'était de réussir à synthétiser en 15 pages un sujet sur lequel moi j'avais travaillé avant, mais sur lequel d'autres, bien plus renommés que moi, je pense à Pascal Horry, je pense à Pierre-André Taguieff, qui avaient fourni à l'échelle française, Elie Barnavi ou des historiens israéliens ou américains sur le sujet, c'était de faire une synthèse accessible au grand public. Car l'objectif de ce livre, c'est vraiment de faire un livre qui soit grand public et qui soit accessible dans des articles de 15-20 pages, qui soit référencé, mais dont les notes ne sont pas trop nombreuses pour ne pas rendre la lecture trop complexe comme dans un ouvrage d'histoire un peu poussé, et en même temps qui se veut, et ça c'était vraiment une de nos directives avec nos deux autres co-auteurs, un ouvrage qui permette de sourcer tous les éléments importants pour éviter d'être dans une approche qui soit
trop journalistique, même si je sais que les journalistes font également un travail de source. Mais voilà, donc pour en revenir à votre question, sur cette question de l'antisionisme, je me suis rendu compte en travaillant plus en profondeur sur le sujet, c'est ce que je disais il y a quelques minutes, qu'on a vraiment, à partir de 67, par le vecteur soviétique, par le vecteur du monde arabo-musulman et par le vecteur d'une extrême droite qui, de toute façon, n'avait jamais complètement mis de côté cette haine des Juifs et cet anti-judaïsme chrétien qu'on retrouve chez certains catholiques ultra-orthodoxes, si je puis dire, ça tombait très bien, hein, si je puis dire, cette histoire, pour pouvoir à nouveau retrouver dans les propos des uns et des autres soit des accusations indirectes, soit des accusations directes, attaquant et essentialisant. C'est tout le cœur de l'ouvrage. C'est l'antisionisme prétend critiquer Israël, et peut, dans une démocratie, et dans notre pays, fort heureusement, toutes les critiques sont audibles, mais en essentialisant tous les Israéliens aux Juifs en général, bascule sans même que parfois les propos soient tenus. Enfin, je veux dire, les gens s'en rendent pas toujours compte, mais c'était tous les débats, mais on en reparlera peut-être plus tard, de 2019. Moi, j'ai une question. Est-ce que la déclaration de Charles de Gaulle en 67 a ouvert la boîte à Pandore ? Alors, moi, je pense qu'elle l'a ouvert dans le sens où elle a cautionné cette fameuse méfiance, ce fameux soupçon dont parle très bien Raymond Aron à l'époque, qui n'avait jamais complètement disparu. Moi, c'est une de mes convictions, c'est que l'antisémitisme est structurellement présent dans notre société et que, pour des raisons qui sont multiples, elles peuvent être religieuses, elles peuvent être culturelles, elles peuvent être économiques, sociales, sans dire que la société l'est, bien entendu, mais le propos l'est. Donc qu'un chef de l'État prenne cette position, adopte ce discours, j'imagine, et on a du mal à le quantifier bien sûr aisément, mais a certainement entraîné une forme de libération de la parole qu'on retrouve à ce moment-là dans certains courants politiques. Moi qui travaille beaucoup sur la Pologne et avec les Polonais, on se rend bien compte que du côté du gouvernement polonais, ce qui se passe après la guerre des 6 jours est absolument catastrophique pour la communauté juive de Pologne, j'entends. Hein. C'est-à-dire que là, ce qui en restait. Ce qu'il en restait. Oui, ce qu'il en restait, mais on peut le dire. Oui, il en restait, mais il en restait quand même... Je veux dire, le niveau zéro quasiment du nombre de juifs en Pologne, c'est après 67. Oui. Ouais, on ne revient pas bien sur l'histoire du drame des juifs polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais oui, donc à l'échelle française, bien sûr, c'est dans des proportions très différentes et on n'a pas un antisémitisme d'État qui se met en place à ce moment-là, mais ça a eu cet effet de libérer la parole, je pense. Alors, en fait, parallèlement à ça, évidemment, le Fatah fondé par Yasser Arafat demande à ce moment-là de remplacer Israël par un État palestinien. On en est au début de ça, par un État palestinien indépendant et démocratique. Donc, il demande l'effacement d'Israël. Donc, ça c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Il demande l'effacement. Alors, ma question, c'est à partir de quand ? Alors, on est dans cette ambiance-là. Il faut les jeunes doivent se remémorer l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là. Mais alors, à partir de quand, pour vous, Alexandre Bande, l'antisionisme se mondialise ? Alors, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de voir que l'antisionisme est aussi vieux que le sionisme. C'est-à-dire que l'antisionisme s'est développé au moment où les premiers textes, les premiers discours, les premières postures sionistes de la fin du 19e siècle se sont développés. Et on se rend compte, et c'est ce que montraient très bien des historiens qui ont travaillé là-dessus depuis longtemps, que le protocole des sages de Sion, ou que l'extrême droite française qui se déchaîne au moment de l'affaire Dreyfus contre les Juifs de France, ou peu après, jusqu'à la révision du procès Dreyfus en 1906, enfin voilà, et sa réhabilitation, se nourrit de cette idée que si les Juifs ont un foyer national, leur envergure et leur influence à l'échelle mondiale sera décuplée, démultipliée. Et donc cet antisionisme qui vivote jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, mais qui touche en parallèle de l'antisémitisme, qui touche plus de monde, hein, mais il aurait dû disparaître avec la naissance d'Israël. Parce que de fait, à partir du moment où un État juif existait dans la région, se déclamer antisioniste, se proclamer antisioniste, c'était vouloir la disparition d'un État qui existait. Même si après, certains ont décliné la posture en disant qu'il s'agissait de critiquer l'attitude et la politique israélienne. Et donc, la mondialisation du phénomène, c'est vraiment entre la fin des années 60 et le début des années 70. Avec d'un côté les mouvements pro-palestiniens, avec de l'autre côté, je continue à le redire, un bloc de l'Est qui fait un travail considérable des années 60 jusqu'aux années 80. Hein, je veux dire, à l'époque de Brejnev, on a encore des discours très très durs qui, sous couvert d'attaquer Israël, véhicule un propos ouvertement antisémite au sein du bloc de l'Est. Et puis, faut pas l'oublier non plus, le négationnisme
qui voit le jour qui s'affirme ouvertement sous l'impulsion de Forisson, après les débuts Racine, Bardèche, mais vraiment fin des années 70 et des années 80, la théorie du complot, tout ça se recoupe, vous voyez. Et donc, on a vraiment une sorte d'international antisioniste qui alimente à l'échelle, et c'est ce que montrent plusieurs de nos auteurs, même si on se focalise sur l'exemple français, donc c'est plutôt moi qui avait aussi pas mal travaillé sur le sujet, qui alimente un propos qui est à l'échelle internationale. Il n'y a qu'à voir la résolution de l'ONU qui, dans les années 70, fait d'Israël un état d'apartheid qu'il faut absolument condamner. Il faut attendre presque 20 ans pour que cette résolution soit rayée de la carte par l'ONU. Vous voyez, donc cette internationalisation, au moment où le tiers-monde également a le vent en poupe, où naissent de nouveaux États sur le continent africain, on l'a vu récemment d'ailleurs, une forme de collusion ou d'association plus ou moins hétéroclite de pays qui, de fait, ciblent Israël pour multiples raisons. Alors, de toute façon, ce que nous n'avons pas dit en début d'émission, c'est que nous nous revoyons dans 15 jours. On va continuer cette conversation. Oui, c'est une émission en 2 volets. Voilà, absolument. Donc, on l'a fait en 2 volets et nous verrons évidemment très précisément les partis les uns après les autres et l'émergence de ce nouvel antisémitisme et avec évidemment le rappel de ces attentats que nous avons, dont les dates nous échappent maintenant. On ne se souvient pas à quel point ces attentats se sont succédés. Alors donc, si vous voulez bien, nous nous revoyons donc dans 15 jours. Avec on plaisir. rappelle le titre de Oui, bien de ce sûr. livre. Alors, il s'agit donc du livre Histoire politique de l'antisémitisme en France, de 1967 à nos jours, paru chez Robert Laffont, sous la direction d'Alexandre Bande, qui est notre invité, de Pierre-Jérôme Biscarat et de Rudi Reichstadt. Et je sais que Maya, vous souhaitiez conclure cette émission avec un conseil un peu atypique, un peu joyeux, avec un spectacle que vous avez vu et qui vous a beaucoup plu. Bah écoutez, oui, parce que on est tellement plombé, que moi, franchement, je cherche des spectacles drôles et amusants ou de la musique klezmer ou des choses. Parce que j'en peux plus là. Je peux pas aller voir des films tristes. Je ne peux pas. C'est vrai. Je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas aller voir ce genre de spectacle. Alors voilà. Alors je voulais vous êtes allé signaler voir un spectacle joyeux, voilà, qui s'appelle Les Années Twist. Alors les Années Twist, ça dure 1h30, comme son nom l'indique, ça dit les 10 ans des années 60, où tout change, où la libération arrive, où tout change dans les mœurs, tout ça. Alors vous allez retrouver Adamo, vous allez retrouver Jimi Hendrix, vous allez trouver avec Sheila, Claude François, 6 comédiens tout le monde. extraordinaires, mais extraordinaires. C'est un spectacle qui a eu lieu en 90, qui avait 1 million de spectateurs par le grand Roger Louret qui nous a quittés, et c'est qui est reproduit par son frère Guy Louret et la formidable Lucy Harrison qui remet en scène. C'est au théâtre de la Tour Eiffel. C'est absolument incroyable. Pendant 1h30, Lise, vous oubliez tout. Et pour nous, c'est difficile d'oublier. Et on chante et on danse le twist. Alors, et c'est ce intelligent. que vous vouliez nous dire aussi, c'est que c'est la conclusion de ce spectacle. C'est sur une chanson. Oui, il y a un moment, au dernier, dans le rappel, parce qu'ils ont été rappelés. Et puis j'ai entendu cette chanson qui me bouleverse à chaque fois. L'air de Adamo, c'était la 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 la, voilà. Inch'Allah, la chanson Inch'Allah, et ça m'a fait. Inch'Allah, et elle est sortie d'ailleurs en 67. Et ça m'a fait choquer. Voilà. Enfin, ça m'a bouleversé, mais en tous les cas, non. 1h30, rigolez, amusez-vous, dansez le twist. Et je veux pas faire vieillotte, mais c'était mieux avant. Merci. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre Bande, et à dans 15 jours. Merci.